Alors, cette première table ronde, baptisée croissance externe, focus sur le timing, communication, on l'a choisie aussi parce qu'elle permet de bien mettre en avant le rôle transverse du DAF. Et par un choix totalement arbitraire, j'ai imposé aux intervenants de faire un retour sous une forme de un conseil, un avertissement. Et donc, je vais pour inaugurer cette table ronde, me tourner vers François Ray de Diam Bouchage, puisque sur votre poste précédent, François, chez One Direct, vous avez participé au montage du dossier vendeur, dans le cadre de la session sous LBO, et à votre entrée chez Diam Bouchage, vous soutenez donc l'opération de croissance externe conséquente, qui représente, je crois, 40% du chiffre d'affaires de Diam Bouchage. Et donc, fort de cette double vision vendeur-acheteur en croissance externe, quels conseils vous pourriez apporter à notre auditoire? Bonjour. Donc le principal conseil que je retiendrai de ces deux expériences, c'est, on en revient souvent au même endroit, mais c'est la qualité de l'équipe qui doit être montée pour conduire le deal, et la qualité du management et du pilotage de cette équipe. Voilà, si on a ces éléments-là, les compétences clés et le bon management de l'équipe, on est sûr de bien s'en sortir. Et je crois que vous, quand on avait préparé au kick-off, vous aviez insisté sur la connaissance de la cible. Oui, de la cible, bien sûr, ça c'est une évidence, mais aussi des membres qui constituent l'équipe de la cible. C'est vrai que de connaître leurs intentions, faire preuve d'empathie tout simplement, c'est aussi ce qu'on nous apprend dans le management, donc ça sert aussi dans ce cadre-là, effectivement. Et sur l'aspect, on va dire, plus personnel du rôle du DAF, je sais qu'il y avait un point sur lequel vous souhaitiez insister, et vous aviez dit c'était la résistance à l'effort. Est-ce que vous pouvez un petit peu... Oui, alors moi j'ai fait beaucoup de rugby en sport collectif, et c'est vrai qu'on a dans nos équipes et dans ces périodes-là le besoin d'être évidemment soudé, mais aussi d'être très, très fort physiquement, parce que c'est la première fois que j'expérimentais ces sessions nocturnes longues et durables qui se terminent à 6h ou 7h du matin, avec des avocats qui sont prêts à affronter ces choses-là, mais de notre côté, si on n'est pas prêt, si on ne s'y attend pas, on peut un peu baisser en vigilance, et c'est souvent dans ces moments-là que se glissent des clauses ou des choses qu'on ne voudrait pas qu'elles se glissent. Donc la résistance physique, c'est pas négligé, donc une préparation, et surtout à être prêt à affronter des négociations longues et continues. Merci François. Je vais maintenant me tourner vers l'autre François de cette table ronde. François de Remémont pour Delplanque. Et avec vous, François, on va se plonger dans un secteur particulier, celui de l'agriculture, l'agroalimentaire. Et parce que vous êtes sur une opération de croissance externe, et il y a des éléments spécifiques sur ce secteur d'activité que vous souhaitiez partager, puisque en fait Delplanque est à la base dans une activité de semences agricoles, diversification vers les semences potagères. Et vous, votre retour, c'était aussi, faisait écho à celui de François sur la connaissance de la cible en milieu atypique. Oui. Je ne sais pas s'il marche. Oui, c'est bon. Bonjour, merci. Oui, effectivement, c'est un milieu assez atypique. Dans mes précédentes expériences, j'ai fait de la high-tech et puis du luxe. L'agriculture fait partie des secteurs dynamiques de l'économie française, mais c'est vrai que pour donner une métaphore agricole, les temps sont très longs. L'agriculteur sème, puis il surveille sa levée, puis il récolte. Et dans une opération de croissance externe, c'est la même chose, les temps sont très longs. Et puis le travail au champ reste prioritaire sur l'opération en elle-même. Donc il faut s'armer de patience, et puis il faut surtout effectivement connaître sa cible. Donc là, la connaissance de la cible dans le milieu agricole plus qu'ailleurs, le facteur humain est très important. On peut avoir des demandes complètement irrationnelles de la part du cédant. On peut avoir un exemple ? On peut avoir par exemple, au lieu de se faire payer une partie en espèces sonnantes et trébuchantes, une partie du prix d'acquisition est donnée en semences gratuites, une partie, donc sur plusieurs années. Donc ça fait partie des éléments un peu atypiques. Il y a des éléments sur avoir un quad spécifiquement. Voilà. Donc ça, c'est ces éléments-là auxquels il faut faire face, et je dirais de façon assez amusante.
Voilà, donc il y a un dernier élément, je dirais, sur cet aspect atypique du secteur agricole, c'est le caractère aléatoire de l'activité, donc qui est soumis à des aléas climatiques et à des incertitudes sur le fruit des récoltes. Donc il faut le rôle du DAF là, c'est vraiment d'être prudent dans l'évaluation de la cible et donc dans ses projections futures. Voilà, donc, je résumerai en patience, prudence et pédagogie vis-à-vis de la société civile. Et ne pas se laisser décontenancer par des demandes un peu atypiques. Voilà, exactement. Merci pour cette plongée dans le milieu agricole. Je vais maintenant m'adresser à Bertrand Vacher pour DAF de Kenzo. Structure où les projets d'internationalisation de l'activité sont nombreux. Et puis vous, dans votre parcours, vous avez exercé en Suède, en Italie. Alors on va réserver le temps purement international et la découverte de certaines particularités des pays pour la fin de la table ronde. En revanche, en préparant cette table ronde, vouliez-vous insister sur le joint venture en disant oui, pourquoi pas, mais... Alors chez nous, c'est un petit peu le contraire de l'agriculture, les temps sont très courts. Voilà, et donc la joint venture, c'est un très bon outil de développement. C'est un accélérateur de développement quand on n'a pas toutes les cartes en main. Donc typiquement quand on n'a pas une connaissance des contextes locaux, lorsqu'on n'a pas de présence géographique non plus, ou tout simplement parce qu'on a besoin d'acquérir un savoir-faire, ça peut être technique, ou un problème de financement ou des contraintes légales. Donc lorsqu'on fait face à ce genre de situation, la joint venture permet d'accélérer le développement. Alors, en revanche, comme par nature, on fait une joint venture parce qu'on a un point de faiblesse, ça veut bien dire qu'on a également besoin d'être extrêmement vigilant sur ces projets. La première des vigilances, bien entendu, c'est sur le choix du partenaire. Et lorsqu'on est sur une ETI, bien évidemment, pour rejoindre ce que disaient mes camarades, le choix des personnes est extrêmement important et la confiance. Et puis, lorsqu'on est un directeur financier, on a un petit peu un rôle schizophrène. Beaucoup de choses se jouent avant même la signature de ces contrats. Donc d'un côté, bien évidemment, on est dans l'aspect euphorisant des négociations de business plan et d'ambition. Et là, c'est toute la beauté et le rêve qui s'expriment. Et puis, en fait, ce qui est très important, c'est d'utiliser ce temps pour envisager tous les scénarios possibles. Et je dirais, donc, par nature, les financiers, on est toujours un petit peu pessimiste. Donc, en fait, de prévoir le pire. Et pourquoi c'est très important? Parce que, d'abord, le pire peut arriver. Ensuite, parce que c'est un excellent moyen d'apprendre à connaître son partenaire. C'est-à-dire qu'avant même de commencer avec lui, vous voyez bien comment il réagit et comment il envisage les choses. Et je dirais que dernier élément important, c'est que c'est toujours plus facile de prévoir les problèmes lorsqu'on est autour d'une table assis calmement que lorsqu'on est au milieu de la tempête de commencer à réagir. Donc c'est vraiment d'être dans l'anticipation et de savoir gérer à la fois le meilleur et le pire. Et dernière chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'une joint venture, elle doit être faite par deux actionnaires qui travaillent pour le bien de cette société et non pas pour leur bien propre. Ce qui est un risque aussi, c'est de monter un projet en fait pour pouvoir entre guillemets se gaver en tant qu'actionnaire et ne pas donner les moyens à cette société. Donc si on veut avoir un beau projet qui dure dans le temps, il faut laisser prospérer ce véhicule commun. Merci Bertrand. Je vais maintenant me tourner vers Frédéric Rouchou, puisqu'en préparant cette table ronde, on a un petit peu plaisanté sur le risque pour le financier d'entreprise, lorsque c'est sa première opération de croissance externe, de négliger dans le timing le financement de l'acquisition. Et vous me disiez que ça pouvait être l'une des raisons, c'est la peur de perdre en maîtrise sur les informations sensibles? Je comprends tout à fait, effectivement, de ce que disaient nos directeurs financiers ici présents autour de la table. C'est qu'effectivement, c'est un processus long, c'est un processus éprouvant sur lequel les directeurs financiers concentrent beaucoup d'énergie.
Et il faut faire attention, en tout cas dans ce projet, à ne pas embarquer trop tard le financier, alors effectivement, le banquier. Effectivement, il y a forcément une problématique de confidentialité nécessaire à la bonne exécution de cette opération, mais je pense qu'il est important de pouvoir associer en amont le chargé d'affaires, le partenaire bancaire, pour qu'il puisse travailler sur les différents scénarios, les différentes hypothèses de montage. Comment structurer l'opération de croissance externe, comment la financer, du financement bancaire, du financement via d'autres moyens de lever des fonds, que ce soit en capital développement, des placements privés. En tout cas, il existe beaucoup de possibilités et il est important qu'on puisse en amont préparer l'opération pour finalement pas être dans la seringue, arriver en bout de processus et faire les choses dans la précipitation. Effectivement, ce qui est important, c'est de faire des exercices de debt capacity ensemble, de pouvoir vraiment analyser le champ du possible en fonction des hypothèses que va retenir l'entreprise dans son opération de croissance par rapport à la taille du deal, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire ou qu'est-ce qu'il va falloir organiser autour du financement pour accompagner dans la meilleure des situations possibles cette opération et que ça soit le plus sécurisant pour l'entreprise dans son projet et surtout dans la durée. Merci Frédéric. Maintenant, toujours sur cette question pour revenir sur cette question de connaissance de la cible, je vais me tourner vers Jérôme Billaudel, puisque on avait aussi échangé sur les risques qui sont liés au financement de l'exploitation. Et je pense que vous aviez un avertissement là-dessus à délivrer à nos... Voilà, je voudrais prendre un petit exemple concret qui est un exemple vécu. On parle d'une entreprise, d'une PME qui était dans le domaine de la peinture industrielle, qui avait développé un savoir-faire qu'elle avait breveté. Cette entreprise a été cédée par son actionnaire dirigeant, qui l'avait bien habillée pour la circonstance, et elle a été reprise par une ETI qui avait un beau projet de développement, notamment d'ouverture sur de nouveaux marchés en Europe. L'intégration s'est bien passée, le business plan se réalise à peu près la première année, la deuxième année il est même dépassé, assez franchement, et des besoins de trésorerie voient le jour, des besoins qui n'ont pas été anticipés, et donc tout le monde se crispe, les banquiers bien sûr, mais également les fournisseurs qui voient leur délai de règlement s'allonger, et la situation devient un peu critique. Donc on est intervenu chez BNP Paribas Factor à ce moment précis, dans une situation un peu tendue. On a pu mettre en place une ligne de financement en 10 jours ouvrés de 5 millions d'euros pour cette entreprise. On est aujourd'hui, 6 mois après, à 7 millions d'euros. Tout ça pour dire simplement que ce sont des situations... On n'est pas passé loin de la catastrophe avec cette entreprise. Et je pense que le sujet aurait pu être anticipé. Donc le conseil, c'est effectivement d'anticiper également le financement d'exploitation, notamment quand on est sur un projet avec des ambitions de développement fortes. Merci. Alors, secteur d'activité avec François, la question de la cible, la question du financement. Tout ça, c'est nécessaire. Mais François Rey l'avait évoqué, il y a la dimension humaine. Et pour parler de ça, je vais me tourner vers Sylvie Forero, puisque quand on a échangé, vous aviez insisté sur l'équipe qui doit dans le cadre de l'étude d'acquisition. Oui, tout à fait. On a mis un petit peu, je pense, dans notre laiterie, une méthodologie, parce qu'on est en fait assez souvent sollicité. Et donc pour nous, une acquisition, avant tout, elle doit rentrer dans une stratégie. On est dans l'alimentaire. Donc il s'agit soit d'augmenter sa part de marché dans un domaine connu, soit de gagner des canaux de distribution, soit de se développer à l'étranger. Et donc pour nous, c'est extrêmement important de situer cette éventuelle acquisition dans un domaine stratégique. Et pour ça, en fait, pour déjà évaluer notre cible et aussi plus tard, si on décide de l'acquérir, pouvoir la gérer, on se réunit dès le début dans un espèce de comité de pilotage un peu restreint, mais qui comprend l'équipe marketing, donc le responsable marketing, le responsable des ventes, le responsable industriel, moi-même et notre PDG. Et en fait, on se met dans une situation de simulation, c'est-à-dire qu'on se dit, si on acquiert cette cible, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va la gérer et quelle projection on fait par rapport à cette cible. Donc, est-ce que ça va nous donner en avantage marketing? Quelle distribution on va gagner? Est-ce qu'on peut faire des choses au niveau de l'industriel? Voilà. Et moi, mon rôle de financier, c'est de mettre tout ça en musique
pour produire le fameux, je dirais, business plan qui va d'ailleurs être bien utile par la suite pour parler, déjà pour poser un prix, parce que c'est un élément important, se dire voilà combien peut valoir cette cible. Ensuite, comment on va la financer. Et puis on passe aussi beaucoup de temps à analyser le management. Parce qu'on pense que la culture est quelque chose de très important. C'est pas seulement les produits, mais il y a aussi les hommes et la structuration de l'entreprise derrière. Donc on examine aussi le management de l'entreprise dont éventuellement on va se rapprocher. Et puis quand on a fait tous ces critères, eh ben on met une espèce de notation. On a fait quelque chose d'assez simple. Et puis finalement le gagnant, c'est celui qui va avoir la note la plus haute. Et en fait, on part assez serein parce qu'on sait à peu près ce qu'on va en faire. On sait aussi, on a réfléchi aux hommes qu'on va garder ou pas dans l'entreprise. Souvent, toujours les garder parce qu'on est en entreprise familiale, on garde par principe. Mais comment on va les intégrer dans notre groupe? Et puis, bien sûr, comment on va financer cette acquisition. Voilà. Eh bien, merci. Et donc, pour clore cette table ronde, on va voyager un peu. Avec Sylvie, encore une fois, parce que un petit éclairage, je crois, sur l'Argentine. Oui. Orion a eu des expériences intéressantes. Et puis après, je céderai la parole à Bertrand, parce que je crois qu'il y avait un petit moment sur une petite anecdote sur l'un de ses avocats, je crois. Sylvie. Oui, moi j'insistais sur l'aspect culture et intégration. Je pense que dans nos entreprises, c'est extrêmement important. Alors l'affaire de l'Argentine pour Tribala, en fait c'est pas une acquisition, c'était une cession de portfolio. On en fait aussi. Et c'est une entreprise qui était depuis 20 ans et elle ne rentrait plus dans l'aspect stratégique et donc on a décidé de la céder. Et là, on est rentré dans le tridimensionnel de l'Argentine. C'est-à-dire qu'en Argentine, rien n'est prévisible, tout peut se produire à tout moment. Et donc, il faut être extrêmement, et même parfois de façon assez complexe, parce qu'il y a des régulations qui arrivent, décidées par le gouvernement, on ne sait pas pourquoi, etc. Et puis, nous, en bon européen, on avait dit, on va faire un planning, donc on va faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et alors, les Argentins, dès que vous leur parlez planning, juste, ça les met par terre. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Donc ça a été beaucoup de patience, je pense qu'on en a parlé, et aussi beaucoup d'attention à qui était en face de nous et essayer de comprendre comment on allait travailler avec eux. Et puis finalement, on est parti pour faire cette session. On s'était dit, tout est préparé, les avocats avaient travaillé, etc. Donc normalement, en 1h30 de temps, ça doit être terminé. Et en fait, on a commencé à midi et heure de Buenos Aires, et on a terminé, il était, je pense, 2-3 heures du matin. Et les avocats nous ont dit, vous êtes très très forts les Français, parce que c'est la première fois qu'on fait un deal aussi vite, parce que d'habitude ça dure 3 jours. Voilà, donc c'est bien connaître en fait quelles sont les habitudes. Inversement, j'ai pu faire des deals aux USA. Alors là, c'est tout l'inverse. Tout est préparé, chronométré. Absolument dans tous les détails, tous les avocats ont travaillé, ils sont autour de nous, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et là, en 5 minutes, enfin peut-être pas 5 minutes, mais en 1 heure, c'est fini. Donc vraiment, les cultures sont importantes dans la gestion des deals. Bertrand. Oui, alors juste un mot, c'est une anecdote qui montre effectivement que lorsqu'on n'est pas dans les best practices, ou en tout cas dans un modèle où on a confondu vitesse et précipitation, les choses peuvent rapidement dégénérer. Donc dans une vie passée où on avait effectivement développé une joint venture en Inde, où on s'est retrouvé, donc l'Inde qui est un pays qui, comme beaucoup de pays hors de nos cultures occidentales, est à la fois complexe, administratif, avec des règles qui changent tous les jours, et qui est plus une corruption relativement généralisée, dont on ne peut jamais parler. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé dans une situation assez paradoxale où notre propre conseil, donc notre avocat que l'on rémunérait, finalement s'est révélé être le pire de nos ennemis, jouant de toutes les finesses des règles, des lois et de tout ce que nous ne connaissions pas. Voilà, donc ça montre bien, et donc en fait on tombe rapidement dans un enfer, et je pense que la leçon qu'on a retenue de ça, c'est qu'il faut également être extrêmement proche des partenaires et savoir détecter au plus tôt les signes d'anomalie, parce que lorsqu'on n'est pas chez soi, lorsqu'on joue à l'extérieur, donc les petits risques peuvent rapidement grossir. Voilà. Bon, donc c'était une anecdote. J'aurais pu vous parler d'autres pays dans lesquels ça s'est passé très bien, même dans des contextes difficiles. C'était quelque part un DAF à Bollywood. Voilà, exactement.
Je veux vous remercier tous pour votre participation à cette table ronde. Merci infiniment.